Quand vous pensez aux peuples, par exemple, d'Amazonie, d'Amérique du Nord, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'imagine que vous les voyez comme vivant hors du présent, hors d'Internet, des smartphones, des centrales nucléaires et loin des influenceurs de Dubaï. Alors non, ce n'est pas une vidéo où je vais vous dire que les Indiens d'Amazonie boivent du coca et que les Maasai d'Afrique ont des comptes Facebook. En revanche, on parle quand même souvent de peuples primitifs ou archaïques et autres termes sous-entendant que ces populations vivent comme dans le passé. Assez spontanément, de nombreuses personnes voient ces peuples autochtones comme s'ils étaient à des stades d'évolution moins avancés que l'Occident, que ce soit en termes de progrès technique, de recherche médicale, d'industrie, de technologie, etc. Et c'est une manière de penser qui est relativement naturelle avec l'éducation qu'on a eue pour la plupart. À l'école, par exemple, on nous dit que l'homme a évolué par paliers. D'abord la pierre, le feu, le métal, la poterie, etc. Sauf que, en réalité, cette vision des choses est problématique. Et dans cette vidéo, qui fera partie des plus fondamentales de la chaîne, on va voir ensemble pourquoi penser les sociétés en termes d'évolution, c'est pas ok. Alors surtout, mais vraiment surtout, restez là. L'évolutionnisme social, c'est un courant de pensée selon lequel on pourrait générer des théories pour expliquer l'évolution des sociétés. Jusque-là, je pense que rien ne vous choque. Les anciens courants de l'évolutionnisme postulent qu'il y aurait une évolution de l'humanité dont le stade le plus avancé serait le monde moderne avec sa médecine, ses voitures, ses technologies, etc. Est-ce que vous commencez à voir en quoi c'est problématique? Attendez, je reformule. Le stade le plus avancé de l'humanité serait, selon cette façon de penser, le nôtre. Allô? Je sais pas, vous me recevez? Vous captez ce qui cloche là? Ces théories, elles sont fondées pendant la seconde moitié du 19e siècle par les fondateurs de l'anthropologie en tant que science académique. Pour eux, l'espèce humaine ne fait qu'un. En théorie, ça démarre pas mal leur histoire. Mais ils considèrent à cette époque qu'il y a différentes étapes à l'évolution humaine. Et plus précisément, il y en aurait trois. Le sauvage, le barbare et le civilisé. C'est notamment l'anthropologue Lewis Morgan qui a théorisé le truc jusqu'au bout. Selon lui, ces étapes ont même des sous-stades inférieurs, moyen et supérieur. Il a carrément répertorié comment on passerait d'un stade à l'autre, puis d'une étape à l'autre. Et en gros, c'est par l'acquisition de certaines compétences, de certaines techniques. La sauvagerie inférieure, qui serait le stade juste après l'animal, est caractérisée par la cueillette et la maîtrise du langage. Pour devenir un sauvage moyen, il faut gérer le feu et la pêche, ce que font les aborigènes d'Australie. Ah ben super! Pour les sauvages supérieurs, ça va être l'arc et les flèches, donc là on est sur la plupart des peuples natifs d'Amérique. On va pouvoir devenir un barbare inférieur en maîtrisant la poterie, un barbare moyen en domestiquant les animaux, et un barbare supérieur avec la métallurgie. Et puis on devient enfin un être civilisé lorsque l'on a l'écriture, l'agriculture à grande échelle, l'industrie, l'art, tout ça. Nous quoi. Les autres anthropologues évolutionnistes de l'époque proposent tous des schémas assez similaires. Edward Taylor, il analyse le truc plutôt sous le prisme des religions, mais ça relève de la même logique, de la même mécanique. Selon lui, on est d'abord animiste, puis polythéiste, et enfin monothéiste. Pour d'autres anthropologues, les trois stades de l'humanité seraient la magie, puis la religion, puis la science. Enfin bref, vous avez compris le principe. Et d'ailleurs, il y a des chances qu'à cette étape de la vidéo, vous trouvez les termes sauvage, barbare et tout un peu limite, voire carrément raciste, mais la théorie finalement, elle vous choque peut-être pas tant que ça. Parce que après tout, ça a du sens de se dire qu'on évolue en avançant en termes d'accumulation de connaissances. Et en plus, c'est vraiment ce qu'on nous apprend depuis l'école. Ça peut sembler donc logique qu'on vive d'abord dans une grotte, puis dans une cabane, puis dans une maison, puis dans une tour d'immeuble, puis dans un bunker sur Mars, puis dans une capsule dans l'espace.
Tout ça. Et puis, on peut aussi se dire que finalement, ça vient des théories de l'évolution de Darwin, en fait, de la sélection naturelle, etc. Sauf que les fondateurs de l'évolutionnisme social établissent leur théorie avant ou sans avoir lu Darwin. Et Darwin s'est d'ailleurs beaucoup plus inspiré des sciences humaines que l'inverse. Sa source d'inspiration principale d'ailleurs, c'était probablement le travail de l'anthropologue Edward Taylor. Le problème, c'est que l'évolutionnisme biologique, c'est tout à fait valable, parce que ça se développe en arborescence, ça se divise en plein de branches comme ça. Mais l'évolutionnisme social, que d'ailleurs Claude Lévi-Strauss, un des anthropologues les plus connus de notre ère, appelle faux évolutionnisme, en fait il procède à l'inverse en voulant faire converger toute l'humanité vers un seul et même et unique destin. Encore une fois, ça se voulait d'un principe de base très humain. Les premiers anthropologues, ils affirmaient qu'il n'y avait pas de race humaine, ils ont reconnu l'humanité comme une unité. Mais le problème, c'est qu'ils ont nié, ils ont oublié, ils ont fait comme si la diversité culturelle n'existait pas. Et donc, en fait, ils ont déplacé une inégalité qu'on imaginait biologique avec le principe des races et tout, vers une inégalité culturelle avec cette idée d'étape de développement face auquel toutes les populations du monde ne seraient pas à égalité. Et parce qu'en fait, ces premiers anthropologues, ils étaient malgré eux soumis à un phénomène qui existe encore à l'heure actuelle et qui s'appelle l'ethnocentrisme. Être ethnocentriste, c'est se prendre un petit peu comme point de comparaison face à tout ce qui nous entoure. Mais surtout, en fait, être ethnocentriste, ça nous rend incapables de comprendre que toutes les sociétés progressent. Que toutes les sociétés, surtout, en sont au même stade d'évolution, mais chacune dans un sens qui lui est propre. Je vous explique. Dans Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss, qui est un tout petit bouquin d'à peine 50 pages, mais qui est fondamental, il est expliqué que nous sommes spontanément ethnocentristes. Pour personne, en fait, la diversité des cultures n'apparaît comme naturelle. Il faut, quoi qu'il arrive, faire un effort de pensée. Tous ceux qui ne faisaient pas partie de la culture grecque ou gréco-romaine à l'Antiquité étaient vus comme des barbares. De la même manière que nous disons sauvage. Le mot barbare signifiait barbarisme, donc ceux dont on ne comprenait pas la langue. Le mot sauvage, lui, il veut dire de la forêt. Et si on est un être de la forêt, ça veut dire que on est presque un animal. Et dans notre façon de penser à nous, la vie animale, elle est à l'opposé de la culture humaine. Donc c'est pour vous dire, on préfère rejeter dans la nature que d'admettre la diversité. Et en fait, c'est une pensée qui peut exister partout. Dans beaucoup de peuples du monde, à travers la planète, l'humanité, elle va s'arrêter en fait aux frontières de son propre groupe. Beaucoup de tribus, de communautés, de sociétés s'auto-désignent par un nom qui la plupart du temps signifie les hommes. Dans notre monde occidental, qui est vachement colonialiste, qui est fondé sur le concept de hiérarchie, avec des rapports de domination très forts, etc., la pensée ethnocentriste est d'autant plus marquée. Lors de la colonisation des Amériques, on se demandait même si les autochtones locaux avaient une âme. Les corps de leurs défunts se décomposaient pareil que les nôtres et tout. Et on a même fait des expériences pour vérifier ça. C'est dégueulasse. Donc, vous voyez bien à quoi l'ethnocentrisme ouvre la porte finalement. L'ethnocentrisme, ça permet de justifier le racisme que les évolutionnistes cherchaient pourtant à abolir. Heureusement, la science avance par paliers et en s'auto-réfutant. Les théories d'évolutionnisme social de ces premiers anthropologues ont vite été remises en question et démontées. Mais alors, comment on explique les différences de progrès techniques? Comment on explique qu'il y a des sociétés qui vivent encore une vie de subsistance, de chasse et de cueillette à l'heure du néolibéralisme et du numérique? Si on pense en termes de progrès, c'est comme si ces sociétés s'étaient retrouvées figées dans le temps, comme s'il ne se passait rien, tandis que d'autres progressaient pendant le même temps. Sauf que le temps ne s'arrête pas a priori, et toutes ces sociétés cohabitent bel et bien dans le même temps que nous. Elles sont nos contemporaines, elles ne sont pas des témoins primitifs de nos stades d'évolution antérieurs. Et le truc, c'est que penser l'évolution en termes de progrès tout court, ça marche pas. L'archéologie a déjà pu nous démontrer de nombreuses fois que plein de choses que nous pensions en fait échelonnées dans le temps étaient en réalité plutôt étalées dans
l'espace. Exemple très connu, les sociétés précolombiennes. Il s'agissait d'immenses empires composés d'agglomérations avec des États centralisés, une forme d'écriture, une agriculture complexe et ultra organisés, des réseaux commerciaux, des réseaux routiers, des systèmes politiques tellement compliqués qu'on les étudie encore à l'heure actuelle, d'immenses compétences en maths, et pour vous dire et démonter vite fait une petite idée reçue, ils maîtrisaient le zéro dans leurs calculs au moins un demi-millénaire avant que les savants d'Inde ou les Arabes qui l'ont transmis aux Européens n'en imaginent l'existence. Également une culture de la mode, des grandes connaissances en astronomie. Bref, si on pense donc en termes de progrès, on peut dire que les sociétés précolombiennes étaient très en avance, très avancées. Et pourtant, ils connaissaient pas la roue. Et si on pense le progrès de façon linéaire, comme on le voudrait, ça n'a plus aucun sens parce que la roue, ça date du néolithique chez nous, le zéro du 3e siècle chez nous, et on se retrouve à ne pas pouvoir positionner les peuples de Mésoamérique sur cette grande ligne du progrès. En fait, il faut comprendre que l'objectif de nos cultures occidentales, c'est de développer des moyens techniques, un max. C'est notre truc. Nous sommes les maîtres des machines. Nope. Et donc, nous voyons les sociétés qui ne sont pas nos concurrentes sur ce terrain comme moins avancées que nous. Cela dit, super technique pour la confiance en soi, hein. Nous n'arrivons à percevoir que le progrès qui va dans le même sens que le nôtre. Sauf que chaque culture investit dans les valeurs et les besoins qui lui sont propres. Et une société qui s'en fiche de produire massivement des biens de consommation ne va pas du tout développer les mêmes technologies que nous. Toutes les communautés du monde ne vont pas dans la même direction. Ce n'est pas le destin, ou même l'envie en fait, de chaque village du monde que de finir par être New York, Tokyo ou Paris. Si le progrès c'était de connaître son environnement, les autochtones d'Amérique nous mettraient grave à l'amende. Toutes les Premières Nations de l'Alaska, le Canada, jusque tout en bas de l'Amérique du Sud avaient en fait malheureusement des connaissances scientifiques en biologie végétale que vous ne pouvez même pas imaginer. Et d'ailleurs les plantes qu'on utilise dans notre médecine ou l'anesthésie ou des trucs comme ça, en fait c'est des savoirs qu'on tient des autochtones d'Amazonie. Et puis ne croyez pas que les terres qu'ont trouvées les colons en arrivant étaient vierges. Ça aussi, c'est un mythe. Les natifs maîtrisaient tout leur environnement. D'ailleurs, l'année dernière, je vous ai filmé une vidéo à San Francisco et je vous avais expliqué que les feux de forêt qui ravagent actuellement la Californie, qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui à l'heure actuelle sont un grand drame et tout, en fait, pas du tout nouveau et n'avaient jamais été un problème pour les autochtones. Ils les maîtrisaient très très bien. Enfin bref, en termes de gestion, de connaissance de l'environnement, etc., les Premières Nations américaines étaient finalement beaucoup plus avancées il y a des millénaires que nous le sommes à l'heure actuelle, que les États-Unis ne le sont aujourd'hui. Lévi-Strauss, dans son bouquin, dit que l'Orient et l'Extrême-Orient sont en avance sur nous de plusieurs milliers d'années en termes de gestion du corps et de l'esprit. Par exemple, techniques telles que le yoga, pratiqué en Inde depuis des millénaires et dont on ne découvre les vertus que très récemment en Occident, ou encore les techniques de souffle chinoise, la gymnastique viscérale des Maoris, etc. Si le progrès était une question de connaissance en navigation, les Polynésiens auraient la palme. Si c'était sur l'organisation des groupes, des systèmes de famille, l'harmonisation de la vie avec autrui, médaille d'or aux aborigènes d'Australie, l'adaptation au milieu géographique, les Inuits et les Bédouins ont des ressources impensables à nos yeux, etc. etc. En fait, si vous lisez Race et Histoire, vous découvrirez un nombre incalculable d'exemples qui vont dans ce sens-là. Depuis la petite école, on nous apprend que l'évolution humaine s'est faite par stades. Il y a d'abord eu la pierre taillée, puis la pierre polie, le cuivre, le bronze, le fer, et ainsi de suite. Sauf qu'on sait aujourd'hui que le polissage et la taille de la pierre, par exemple, ont coexisté côte à côte. Les choses ne se sont pas enchaînées ou suivies ainsi aussi simplement. De plus, nos découvertes anciennes, comme la poterie ou le feu par exemple, ne sont pas dues au hasard. Les légendes qui disent qu'un jour la foudre a tapé et boum, on a eu le feu, ou qu'un jour on a oublié un bout de terre à côté du feu et bam, on a eu la poterie, sont à 100% fausses. Toutes les découvertes, que ce soit celles qui nous ont mené à créer des intelligences artificielles ou celles qui nous ont mené à maîtriser le feu, nécessitent le même effort, la même intelligence, la même imagination, la même créativité, les unes que les autres. C'est une aberration très grave et pourtant très répandue de croire que l'homme doit ses savoirs des débuts de l'humanité à des hasards. Quand on a voulu tailler la pierre
guerre comme à la préhistoire, on s'est vite aperçu qu'il suffisait pas de taper 2 cailloux l'un contre l'autre. Les opérations qui ont mené à la maîtrise de tous ces éléments sont trop nombreux et trop complexes pour n'être que le fruit du hasard. Car si le hasard existe, certes, il ne donne aucun résultat que par lui-même. Et autre exemple, on connaissait l'électricité au moins 2500 ans avant que Ampère ou Faraday ne travaillent à la maîtriser telle qu'on l'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons que la culture occidentale s'impose quand même partout à travers la planète. Mais il faut pas se voiler la face, hein. C'est pas par adhésion spontanée de la part du monde entier. En fait, parfois, c'est juste que on n'a pas d'autre choix. Parfois, c'est par héritage du colonialisme, ou parfois, c'est pour survivre face au néolibéralisme. Et personne ne peut franchement dire comment ça va tourner. Est-ce qu'on va tous finir par avoir les mêmes cultures? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, on a pu voir apparaître plein de formes de syncrétisme, de variantes. C'est un peu des hybridations entre plusieurs cultures. Et que malgré tout, la diversité des cultures est quelque chose qui existe bel et bien encore. Le problème de l'évolutionnisme, qui n'a donc aucun rapport avec la théorie de l'évolution de Darwin, c'est que justement, on fait comme si la diversité culturelle n'existe pas. On transforme la diversité, qui est bel et bien un phénomène naturel, en un effet secondaire de l'histoire. Et si on pense évolutionniste, ça veut dire qu'on voit l'histoire se déployer irrégulièrement dans l'espace. Et ça n'a aucun sens, parce qu'aucune culture n'est figée dans le temps. Le temps ne s'arrête pas à des endroits sur la planète. Si on pense évolutionniste, ça veut dire qu'on pense qu'il y a nous, notre société et son développement technologique bien linéaire, et que de l'autre côté, il y a toutes les autres sociétés du monde. Et en fait, vous vous rendez pas compte, notre mode de vie est finalement un mode assez unique, même s'il concerne plein de gens. En face de nous, il y a une foule immense de cultures complètement hétérogènes, avec plein d'intérêts différents et plein d'évolutions possibles différentes. Sauf que la lutte contre le racisme a besoin d'affirmer que nous ne sommes qu'un seul et unique genre humain. L'humanité, elle est coincée entre deux processus contradictoires. À la fois, il faut maintenir la diversité et à la fois, il faut instaurer une unification dans l'esprit des gens en plus. Et selon Claude Lévi-Strauss, trouver cet équilibre, ça serait le devoir sacré de l'humanité.